En déplaçant une autre boîte dans la réserve de son défunt père, Patrick Elliott éternue. De la poussière flottait, captant la maigre lumière qui pénétrait par les fenêtres. Il s'arrêta et s'essuya le front avec un mouchoir. Son regard se pose sur une boîte en bois décorative rangée dans un coin sombre. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il en l'attrapant. Sentant le poids de l'histoire dans ses mains, ses doigts tracèrent les gravures complexes. La serrure s'ouvrit étonnamment facilement. À l'intérieur, un morceau de papier reposait, plié de façon ordonnée. Patrick plissa les yeux dans la faible lumière en le dépliant, les sourcils froncés. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se contractèrent à mesure qu'il lisait. « De quoi diable parlez-vous » C'était un testament, l'intention de son père, clair comme de l'eau de roche, signé au bas de la page. Déclaré décédé il y a 3 mois, le document laissait tout à sa femme, Christine, et à un homme appelé Lorenzo Mcekulug. Le cerveau de Patrick s'emballe. Comment sa signature s'est-elle retrouvée là? Un homme qui s'appelle Lorenzo Mcekulug? L'esprit de Patrick s'emballe. Qui était ce Lorenzo? Et Christine? Les implications lui tordaient l'estomac. Il secoua la tête, puis sortit son téléphone pour prendre une photo du faux testament. Il le replaça exactement comme il l'avait découvert. Son cœur battait si fort qu'il savait que quelqu'un qui passerait par là l'entendrait lorsqu'il ferma le garde-meuble à clé. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le brouillard. Les jointures de Patrick sur le volant étaient blanches, ses pensées en désordre. Il s'engagea dans l'allée de leur maison de banlieue. La pelouse immaculée et les parterres de fleurs joyeux ressemblaient maintenant à une plaisanterie. Christine était dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner. Les fortes lumières fluorescentes faisaient scintiller le couteau qu'elle tenait. Elle leva la tête et afficha un sourire qui n'était pas tout à fait convaincant. « Tu rentres tôt » dit-elle d'une voix légère et décontractée. Patrick referme la mâchoire. Il sort son téléphone et le fait glisser sur le comptoir, lui montrant la photo du faux testament. « S'il te plaît, aide-moi à clarifier ça, Christine » demande-t-il. Les yeux de la jeune femme s'écarquillent un instant, puis se contractent. Elle posa le couteau, un sourire dansant au bord de sa bouche. « Si tu ne discutes pas, Patrick, c'est plus simple. Si vous le faites, vous regretterez tout. » Lorenzo Mcekulug. Qui est-il? Patrick insista. Sa voix était basse et contrôlée, même si sa fureur intérieure grandissait. Christine se mit à sourire plus largement. « Rien de tout cela ne t'inquiète » demanda-t-elle. « Ça ne m'intéresse pas ?» La voix de Patrick se fait plus forte. « Mon nom figure sur un faux testament, laissant tout ce que je possède à toi et à cet homme dont je n'ai jamais entendu parler. En quoi cela ne me concerne-t-il pas ?» Christine change d'attitude, sa haine apparaît plus clairement. « Laisse tomber, Patrick. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Non, je ne sais pas » acquiesce Patrick, la voix glaciale. « Pourquoi ne pas m'éclairer ?» Les yeux de Christine s'illuminent dangereusement. « Tu veux jouer à ce jeu? C'est excellent. Et si je racontais à votre directeur de département votre romance de l'année dernière avec cette étudiante diplômée? » Le sang de Patrick se fige. « De quoi parlez-vous? » Oh, siffle Christine, ne fais pas l'imbécile. J'ai la correspondance et les reçus d'hôtel. Si votre réputation immaculée était compromise, ce serait bien malheureux. À quelle vitesse vous licencierait-il? Le cerveau de Patrick tourne. Il n'y avait pas d'étudiant diplômé, pas de liaison. Mais il se rend compte de la facilité avec laquelle Christine pourrait fabriquer des preuves, et la terreur s'installe. Comment avait-elle pu transformer des échanges anodins en quelque chose de sombre? Vous bluffez, remarque-t-il, mais le doute s'insinue dans sa voix. Le sourire de Christine est prédateur. Êtes-vous prêt à y engager votre carrière? Sa perfidie frappa Patrick comme un coup de massue, de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'un faux testament. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de mettre sa vie entière en pièces. Et alors? Il demande d'une voix presque chuchotée. Christine haussa les épaules et reprit le couteau. Puisque je le peux. Puisque tu es terne, Patrick. Cohérent. Ce que je veux, c'est plus, et Lorenzo peut le faire. Patrick a répondu, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Christine rit froidement, sans humour. Je possède déjà tout, Patrick. C'est ton dernier avertissement. Recule, ou je ruine tout ce que tu as gagné. Elle quitta la cuisine en courant, laissant Patrick seul avec le poids de ses menaces en suspens. Il resta là, choqué pendant une seconde, puis son instinct de survie reprit le dessus. Pas avec Christine, pas quand elle avait tant de cartes cachées. Il savait qu'il ne pouvait pas rester dans cet endroit. Tranquillement, mais rapidement, Patrick se dirigea vers leur chambre à coucher. Il prépara l'essentiel, vêtements, articles de toilette, passeport, dans un sac à dos. Dans ses recherches,
il compila les actes de naissance, les cartes de sécurité sociale, les relevés bancaires et d'autres documents essentiels. Il a téléchargé les courriels et les informations financières de leur ordinateur commun et les a copiés sur une clé USB. Tout en travaillant, il a téléphoné à Theodore Myers, son ami et avocat. L'appel est tombé sur la boîte vocale. Patrick, c'est Ted. J'ai besoin de ton aide. C'est vital. Dès que tu entends ça, appelle-moi. Conscient que Christine aurait accès à ses relevés téléphoniques, il a gardé le message vague. Patrick s'arrête dans le bureau, frappé par une idée. Il installe une caméra cachée qui couvre la majeure partie de la pièce. Si Christine ou ce Lorenzo venait à fouiner, il aurait des preuves. À l'étage, il entendit la douche démarrer. C'est le moment ou jamais. Patrick quitta la maison, plaçant ses bagages dans le coffre de sa voiture. Il aperçut Christine, enveloppée dans une serviette, à la fenêtre de l'étage lorsqu'il sortit de l'allée. Son visage est devenu rouge de rage. Il conduisit, consumé par le besoin brûlant de se séparer de la vie qu'il connaissait, sans savoir encore quelle direction prendre. Son esprit était rempli de plans, de questions et d'un début de stratégie de contre-attaque. Patrick est devenu plus déterminé à mesure que les rues familières de son quartier disparaissaient dans le rétroviseur. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début d'une guerre qu'il voulait gagner. Patrick s'arrêta à la périphérie de la ville, dans un petit motel sans intérêt. Utilisant un faux nom, il paya en liquide pour un séjour d'1 semaine. La chambre était sombre et sentait la cigarette éventée. La tête dans les mains, il s'assit sur le bord du lit, essayant de digérer les événements de la journée. Son téléphone bourdonne d'un message de Christine, « Où es-tu » Il l'ignora et sortit son ordinateur portable. Il devait commencer à faire le point sur ce qui se passait. Qui était Lorenzo Mccullough? Depuis combien de temps cela durait-il? Et, surtout, comment allait-il se défendre? Ouvrant son courrier électronique, Patrick passa en revue des mois de correspondance. Au début, rien ne retient son attention. Puis il a commencé à remarquer une tendance, de petites variations sur leur compte commun. De l'argent qui circulait sans qu'il puisse l'expliquer. Le bourdonnement de son téléphone est revenu. Christine avait envoyé un autre message. « Patrick, tu fais une erreur. Rentre à la maison. On peut en discuter. » Il rit amèrement, tape une réponse, puis se ravise et l'efface. Non, il ne lui donnerait pas la satisfaction d'une réponse, pas maintenant. À la place, il appelle le docteur Saul Godfrey, son chef de service. « Patrick? Tout va bien? » « Il est assez tard, » répond Saul, la voix embrouillée. « Je suis désolé de vous déranger, Saul, » murmure Patrick en essayant de stabiliser sa voix. « Je dois manquer une journée. Urgence familiale. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Quand même, Patrick. Passez tout le temps dont vous avez besoin. Est-ce que je peux faire quelque chose? » Patrick hésite. Doit-il parler à Saul des menaces de Christine? Non, pas encore. Il a d'abord besoin de plus d'informations. Je ne suis pas sûr, merci. Je vous tiendrai au courant. Une fois l'appel terminé, Patrick se tourne à nouveau vers son ordinateur portable. Une fois l'écran allumé, il commença à taper tout ce qu'il savait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Patrick ferma enfin les yeux lorsque les premiers rayons de l'aube traversèrent la fenêtre du motel. Pourtant, le sommeil n'était pas facile à trouver. Rêvant d'ombre et de trahison, le rire de Christine résonnait en toile de fond. Surpris, Patrick se réveille et se trouve brièvement désorienté par ce qui l'entoure. Puis les événements de la veille lui reviennent en mémoire, accompagnés d'une nouvelle détermination. Patrick se douche, se change et part. Il avait besoin d'un café et d'une stratégie. Il rédigea une liste de ses prochaines actions, assis dans un petit restaurant, en sirotant un café bien serré. 1. Rechercher le nom de Lorenzo Mccullough. 2. Organiser la preuve des disparités financières. 3. Voir tête sur les choix juridiques. 4. Assurer son poste à l'université. Le bourdonnement de son téléphone est revenu. Ted répondait aux appels à ce moment-là. « Patrick? Qu'est-ce qui se passe ici? Tonton semble urgent. » Patrick expire longuement. « Teddy? Je compte sur toi. Christine est ici. Elle essaie de tout me voler. Il y a un testament créé. Des risques pour mon travail. Ce qu'il faut faire m'échappe. » À l'autre bout du fil, un silence prolongé s'installe. Christine est. La voix de Ted était inquiète. La voix de Ted est inquiète. Vous habitez où? Nous devrions avoir un entretien personnel. Patrick commence à hésiter. Pouvait-on faire confiance à Ted? Il le connaissait depuis des années, mais il s'était imaginé qu'il connaissait aussi Christine. Je préférerais ne pas le dire maintenant. Pourrions-nous nous rencontrer dans un endroit neutre? Sur Main et Fifth,
Le café? Bien sûr, Patrick. Dans 1 heure, je serai là. Patrick se sentit observé pendant qu'il attendait Ted. Il se raidit, s'attendant à voir Christine ou l'énigmatique Lorenzo entrer à chaque fois que la cloche au-dessus de la porte tintait. Ted arriva enfin, l'air préoccupé. Que diable se passe-t-il, Patrick? Patrick inspira profondément et commença à tout passer en revue, les menaces de Christine, le testament inventé, l'énigmatique Lorenzo Mccullough. Ted était très attentif, ses sourcils se fronçant à chaque nouvelle information. Patrick termina, c'est sérieux. Nous devons agir rapidement. Nous devons d'abord protéger vos biens. Je vais demander une injonction d'urgence pour empêcher le gel de vos comptes communs. Nous devons ensuite commencer à rassembler des preuves. Patrick acquiesce, sentant pour la première fois depuis qu'il a appris l'existence du testament une lueur d'espoir. En ce qui concerne les menaces de Christine sur ma carrière, la posture de Ted s'est raidie, ce sont des menaces vides. Si elle tente vraiment quelque chose, nous nous en occuperons. Pour l'instant, concentrez-vous sur la compilation des données. Gardez des traces de tout. Et Patrick, soyez prudent. Si Christine est capable d'accomplir cela, on peut se demander ce qu'elle pourrait faire d'autre. Bien que la pièce soit fonctionnelle, elle sent le désespoir et les cigarettes éventées. Patrick s'assit sur le côté du lit, son ordinateur portable posé sur ses genoux. Il est temps de creuser un peu plus. Qui diable était Lorenzo Mccullough? Plus que Patrick ne l'avait prévu, une recherche superficielle a donné des résultats. Lorenzo Mccullough était un entrepreneur immobilier dynamique. Un beau salaud aussi, avec un sourire que la plupart des femmes d'âge moyen trouveraient séduisant. En feuilletant les communiqués de presse et les articles, Patrick a eu la mâchoire serrée. Le succès de Mccullough, cependant, semblait étrange. Des articles qui semblaient surgir de nulle part. Des affaires qui se concluaient à une vitesse douteuse. Patrick a approfondi ses recherches, poussé par l'impulsion de l'archéologue qui sommeille en lui et qui veut révéler des secrets enfouis. Après des heures passées à trier des dossiers publics et des archives de journaux, une tendance s'est dessinée. Lorenzo avait un type, les femmes riches, généralement mariées. Il s'introduisait chez elles, les enchantait, d'une manière ou d'une autre, finissait par s'emparer de leur argent. Les femmes se retrouvaient embarrassées et ruinées. Fils de pute, murmura Patrick à voix basse. Ensuite, il a récupéré ses dossiers financiers personnels. Le résultat était là, une série de retraits importants de leurs comptes communs vers une société qu'il ne pouvait pas identifier. Une recherche rapide a confirmé ses soupçons. L'une des sociétés écrans de Lorenzo était impliquée. Patrick ouvre son courrier électronique, les mains tremblantes de colère. Il devait découvrir jusqu'où cela avait pu aller. Depuis combien de temps Christine le décrédibilisait-elle? Il est tombé malade en lisant la réponse. Des mois de lettres entre Christine et Lorenzo, conservées dans un dossier secret. Ils expliquaient leur plan avec des détails nauséabonds. Comment contrôler Patrick? Comment siphonner son argent? Comment le laisser vide? Patrick ferma brusquement l'ordinateur portable, une boule commençant à gonfler dans sa gorge. Il avait été un imbécile, ignorant ce qui se trouvait juste sous son nez. Mais plus maintenant. Il allait gagner et être prêt pour le retour de bâton. Il saisit son téléphone et composa le numéro de Theodore Myers. Ted, c'est Patrick. Il faut qu'on discute. J'ai découvert quelque chose. Christine est entrée dans l'appartement moderne de Lorenzo, à l'autre bout de la ville. Il n'y est plus. Plein de sacs, il s'était volatilisé. Lorenzo se prélassait sur le canapé en cuir, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Calme-toi, ma chérie, dit-il. Où va-t-il aller? Christine lui lança un regard méchant. Tu connais Patrick nulle part. Il n'est pas aussi bête que tu le crois. Lorenzo ferma les yeux. Fais bien attention à ton ton. Tu te rappelles qui t'a sorti de cette vie ennuyeuse? Christine répondit en se rétractant un peu. Pour le meilleur ou pour le pire, elle avait décidé, il faut qu'on aille plus vite. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe réellement. Lorenzo se leva, l'attirant près de lui. Ne t'inquiète pas pour ton beau petit crâne. J'ai déjà eu affaire à des gens de son espèce. Il sera trop tard quand il comprendra ce qui se passe. Le lendemain matin, Patrick rencontra Ted dans un petit café. Alors que Patrick décrit ce qu'il a trouvé, l'avocat l'écoute avec une incrédulité croissante. Bon sang, Patrick, cela dépasse mes espérances. Nous devons monter un dossier hermétique. Patrick acquiesce. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas fait tomber les deux. Quelle est notre prochaine action? Ted se penche sur la question. Nous avons besoin d'alliés supplémentaires. Ceux qui peuvent confirmer votre intégrité aideront à défendre vos droits. Qui est quelqu'un sur qui nous pouvons compter? Patrick réfléchit un instant. Mon chef de service, le docteur Saul Godfrey.
Il m'a toujours soutenu. Parmi mes anciens étudiants, il y a aussi Trevor Joseph. Aujourd'hui, il est détective privé. Ted acquiesce. Ted acquiesça. Je vais me mettre au travail pour constituer le dossier juridique. Vous les contacterez. Et Patrick, soyez prudent. Ces gens représentent une menace. Patrick s'est ensuite arrêté à l'université. Le docteur Godfrey est dans son bureau, entouré de piles de documents et de reliques désuètes. Patrick, je vous en prie, entrez. Comment évolue l'urgence familiale? Patrick referme la porte derrière lui. Saul, je compte sur toi. Ce que j'ai trouvé est pire que ce que j'avais imaginé. Il décrit les circonstances, le faux testament, la trahison de Christine et les méthodes de Lorenzo. Saul écoutait dans un silence choqué. Mon Dieu, mon homme, murmura-t-il. Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous m'aidez à défendre ma position ici. Christine a menacé de détruire ma carrière par des accusations erronées. Je ne peux pas perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé. Le visage de Saul se durcit. Pas sous observation pendant ma garde. Vous faites partie de nos meilleurs éléments, Patrick. Je veillerai à ce que le conseil d'administration comprenne. Prenez le temps qu'il vous faut pour arranger cela. Patrick sentit le soulagement l'envahir. Merci, Saul. Je ne l'oublierai pas. Trevor Joseph est l'interlocuteur suivant. Dès la deuxième sonnerie, le jeune homme répond. Elliot, le professeur. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Trevor, j'ai un travail pour toi. C'est personnel et stimulant. Intéressé? Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. En ce qui vous concerne, professeur? Bien sûr. Quels sont vos besoins? Patrick clarifie la question. Trevor émet un léger sifflement. C'est une sacrée pagaille, professeur. Mais ne vous relâchez pas trop. Je m'en occupe. Je vais commencer à faire des recherches sur le passé de Lorenzo. Je vais chercher les squelettes que je pourrais trouver. Patrick ressentit une vague d'espoir en voyant son équipe se constituer. Il ne se battait pas tout seul. Son dernier appel a été pour sa sœur, Charlotte. Elle lui a répondu avec son optimisme habituel. Mais au fur et à mesure que Patrick parlait, elle s'est vite transformée en inquiétude. Oh, Pat. Je m'excuse beaucoup. Tu es bien sûr libre de rester avec moi, aussi longtemps que tu le jugeras nécessaire. La voix de Patrick s'est arrêtée. Nous t'en sommes reconnaissants, Char. Sans vous, je ne sais pas quelle serait ma place. Ce soir-là, ils se sont retrouvés chez Charlotte, Patrick, Ted, Saul, Trevor et Charlotte. La table de la salle à manger est remplie d'ordinateurs portables ouverts à différentes publications. Ted s'avance pour prendre les commandes. Très bien, construisons cette affaire. Trevor, qu'est-ce qu'on a découvert sur Lorenzo? Le sourire de Trevor était large. Oh, vous allez vraiment aimer ça. Notre garçon Lorenzo a un sacré passé. Au moins 3 autres cas où il a courtisé des femmes riches et les a escroquées me sont parvenus. Bien qu'il couvre assez bien ses traces, il n'est pas assez bon. Patrick s'avance. Pourrions-nous utiliser ceci devant les tribunaux? Ted secoue la tête. Ted secoue la tête. Cela crée un modèle de comportement. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Saul prend la parole. J'ai obtenu le poste de Patrick à l'université. Toute tentative de le discréditer sera farouchement combattue. Charlotte saisit fermement la main de Patrick. Et tant que tu en auras besoin, tu auras un endroit sûr où rester. Reconnaissant, Patrick se retourne vers ses amis. Merci à vous tous. À vous tous. Je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Ted ouvrit la bouche pour préciser. Nous devons maintenant faire preuve d'ingéniosité. Patrick, tu dois te mettre au sol. Laisse-moi m'occuper des démarches. Mieux encore, moins Christine et Lorenzo en sauront sur ce que nous faisons, mieux ce sera. Patrick acquiesce de mauvaise grâce. Bien qu'il déteste se sentir impuissant, Ted avait raison. Patrick entraîna Trevor à l'écart alors que la conférence se terminait. Un point supplémentaire, dit-il. Je vous demande de surveiller le bureau de Lorenzo. Mieux encore, si vous pouvez mettre en place un dispositif d'écoute. Trevor haussa un sourcil. C'est faire preuve d'une grande prudence sur le plan juridique, monsieur le conférencier. Le visage de Patrick se durcit. Le visage de Patrick se durcit, je suis indifférent. Je dois savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Trevor l'examine brièvement avant d'acquiescer. Trevor l'examine brièvement avant d'acquiescer. Je vais voir ce que je peux faire. Les jours passent. Patrick se plonge dans les recherches, épluchant les courriels et les documents bancaires. Poussé par un besoin aigu de justice, il ne dort presque pas. Trevor l'appelle presque à minuit. Je suis devant le bureau de Lorenzo, professeur. Le personnel de nettoyage vient de partir. C'est maintenant que je dois poser ce mouchard.
Le cœur de Patrick s'emballe. Faites-le. Mais surveillez bien. Il attendit que Trevor rappelle, faisant les 100 pas dans la chambre d'amis de Charlotte. 1 heure s'écoula. Puis 2. Son téléphone sonna au moment où il allait appeler Trevor. Trevor? Que s'est-il passé? Professeur, vous n'allez pas trouver ça crédible. J'ai failli me faire prendre. Christine et Lorenzo sont arrivés juste au moment où je finissais. Le sang de Patrick se refroidit. Vous êtes bon. Ils vous ont observé? Pas un seul. Je me suis caché dans un placard à fourniture. Professeur, cependant, je les ai entendus discuter. Ils ont prévu de vous faire interner. Ils diront que vous êtes en train de vous effondrer mentalement. L'esprit de Patrick s'emballe. Cela dépassait de loin ses attentes. Le mouchard dont vous avez parlé a-t-il été installé? En effet, il est en place. Mais, monsieur le professeur, il y a un autre problème. Dans ma hâte de partir, je crois que j'ai oublié quelque chose, une épingle. Il y a le logo de l'université dessus. Patrick murmure un juron sous sa respiration. Tout va bien. Sortez de là. Nous nous en occuperons demain matin à la première heure. Il raccroche, la tête tourbillonnante. Leur but était de le faire interner. C'était une action brillante. S'il réussissait, tout ce qu'il avait dit serait écrit comme les divagations d'un fou. Il doit se dépêcher. Mais il vacilla de fatigue en attrapant son ordinateur portable. Quand avait-il dormi pour la dernière fois? Il n'arrive pas à s'en souvenir. Patrick se laissa tomber sur le lit et ferma les yeux un instant. Il fait une pause de quelques minutes, puis se remet au travail. La lumière du soleil traversant les fenêtres, il se réveilla en sursaut. Son téléphone bourdonne férocement. « Allô » dit-il en grommelant. « Patrick, c'est Ted. Nous avons un dilemme. Les avocats de Christine ont demandé une mise sous tutelle immédiate. Ils disent que tu es mentalement déficient. » Patrick s'est redressé, maintenant totalement alerte. « Pour quelle raison ? » Ils disent que tu as agi de manière erratique et que tu as fait des accusations scandaleuses. Vos voisins leur ont raconté que vous partiez brusquement tard dans la nuit. Les pensées de Patrick s'envolent. Je suis parti à ce moment-là, après avoir affronté Christine. Vraiment mal. Ted parle d'une voix triste. Patrick, c'est très important. S'ils réussissent, tu perdras le contrôle de tout. Vos biens, votre capacité de décision, tout. Comment devons-nous nous comporter? Nous nous rebellons. C'est dur. Pour l'instant, je soumets des contre-motions. Nous devons démontrer que vous êtes sain d'esprit. Vous devez donc être visible. Patrick, rendez-vous sur votre lieu de travail. Agissez normalement. Ne leur donnez jamais d'armes. Patrick acquiesça, même si Ted ne pouvait pas le voir. C'est compréhensible. Merci, Ted. Il raccrocha. Christine et Lorenzo l'avaient sous-estimé. Il pensait qu'il allait fuir, se cacher ou agir de manière impulsive. Au contraire, il affronterait la situation sans détour. Patrick se rendit compte qu'il se regardait dans le miroir, en train de se préparer pour le travail. Bien qu'il paraisse usé et hagard, ses yeux brillent de détermination. Il ne les laisserait pas l'emporter. Ni maintenant, ni jamais. Assis dans le bureau du docteur Saul Godfrey, les doigts de Patrick Elliott palpitent de frustration sur la coudoir. Même si tout reposait sur l'appât de Lorenzo, le plan était en cours. Êtes-vous sûr que cela va marcher? Demanda Saul, des rides d'inquiétude sillonnant son front. Patrick serra la mâchoire. C'est nécessaire. Nous n'avons pas vraiment le choix pour l'instant. Lorsque le téléphone sur le bureau de Saul a sonné, ils ont tous les deux sursauté. Saul écouta et ses yeux s'écarquillèrent. Il poursuit en passant le téléphone à Patrick. C'est pour vous. Je suis Lorenzo Nsekulug, dit la voix au bout du fil. Patrick inspire profondément et se calme. Monsieur Nsekulug, c'est assez surprenant. La voix de Lorenzo était pleine de charme. J'espère ne pas vous déranger, docteur Elliott. Je crois que vous trouveriez mon idée d'entreprise plutôt fascinante. La main libre de Patrick se serra en un point, mais sa voix resta ferme. Je vous écoute. Je sais que vous avez fait des découvertes archéologiques remarquables. J'aimerais parler de diverses perspectives de développement. Peut-être autour d'un dîner? Patrick commence à rire sous la pression. Pourquoi ralentir? Si vous êtes libre aujourd'hui, je le suis aussi. Je suis sûr que vous apprécierez la discrétion, le salon de la faculté est privé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Dans 20 minutes, je serai là. Patrick se recula pour croiser le regard inquiet de Saul. Maintenant, c'est parti. Vous savez ce qu'il faut faire? Saul acquiesce et prend son téléphone pour mettre en route le reste de l'agenda. 20 minutes plus tard, Patrick était assis dans la salle des professeurs,
un micro caché attaché à sa poitrine. La porte s'ouvrit et Lorenzo Mccullough entra, les dents brillantes et les vêtements de luxe. « Enchanté de vous rencontrer enfin, Dr Elliott, » dit Lorenzo en lui serrant fermement la main, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Patrick lui indique une chaise d'un geste. « Je vous en prie, asseyez-vous ici. Quant à ses perspectives de développement, je les trouve tout à fait intéressantes. » Lorenzo se pencha en avant, la voix basse et conspiratrice. « Allons droit au but. Je suis au courant des objets étrusques que vous avez déterrés. Sans valeur, j'en suis sûr. Mais réfléchissez aux possibilités, ce terrain pourrait-il être utilisé différemment ? Patrick arque un sourcil. Inversé ? Un luxueux centre de vacances, des appartements, un terrain de golf. Les possibilités sont presque illimitées. Les yeux de Lorenzo brillent de gourmandise. Bien sûr, ce genre d'initiative nécessiterait des idées novatrices pour certaines règles. Des idées originales ? Demanda Patrick, sa main fixant négligemment sa cravate pour s'assurer que le microphone captait chaque syllabe. Lorenzo s'esclaffa. Allons, docteur Elliott. Nous sommes des hommes du monde, tous les deux. Tout obstacle peut être surmonté à condition d'y mettre le prix. Les permis ont été délivrés rapidement, les inspections ont été effectuées, les reliques ont été déplacées. Patrick se penche en arrière, le visage parfaitement neutre. Et dans cette entreprise, quelle serait ma responsabilité ? Vos connaissances seraient inestimables. Bien sûr, votre silence aussi. Vous seriez grassement payé en échange. Lorenzo sortit quelques papiers et les fit glisser sur la table. J'ai été jusqu'à faire des estimations préliminaires. Patrick regarda la page et haussa un sourcil devant les zéros. C'est considérable. Le sourire de Lorenzo s'élargit. Voyez cela comme un acompte. Il y a beaucoup plus à venir. Patrick se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. En effet, c'est une proposition fascinante. Mais je me demande, monsieur Mccullough, comment on peut me faire confiance. Après tout, j'ai quelques histoires désagréables concernant les méthodes de votre entreprise. Le sourire de Lorenzo vacilla un instant, puis revint en force. Les histoires sont simplement cela, docteur Elliott, des rivaux jaloux qui diffusent des faussetés. Patrick se tourna pour lui faire face. Je peux vous dire que mes pratiques commerciales sont parfaites. En effet, dit Patrick, sont en devenant plus dures. Donc, si j'enquêtais sur vos précédents travaux, je ne découvrirais aucune anomalie. Pas d'investisseurs escroqués ? Pas d'argent qui disparaît inexplicablement. Le visage de Lorenzo s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce que vous suggérez ? La voix de Patrick changea, devenant plus tranchante. Je ne suggère rien, monsieur Mccullough. Je sais exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Aux autres femmes. À elle, votre femme. Et à moi-même. Lorenzo se leva brusquement, son charme disparaissant. Vous n'avez aucune preuve. Patrick a répondu froidement, pas moi non plus. Toute cette conversation a été filmée. Votre offre de m'acheter. Votre aveu de votre intention d'enfreindre les règles. Et ce n'est que la surface. Lorenzo s'est élancé en avant, attrapant Patrick par la chemise. Tu es un peu salaud, fiston. Je vais t'oxyre. La porte s'ouvrit. Ted Myers entra, suivi de 2 officiers de police. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de corruption, conspiration frauduleuse, et un certain nombre de charges supplémentaires que nous ajouterons au fur et à mesure de notre enquête, Lorenzo Mccullough. Patrick ajusta sa chemise pendant que les officiers menottaient Lorenzo. Oh, et Lorenzo, dit Patrick, vous devriez appeler votre avocat. Vous allez en avoir besoin, je le sens. Lorenzo a sifflé en sortant. Ce n'est pas fini, Elliott. Ce n'est pas fini. Patrick l'a vu partir, un sentiment de satisfaction l'envahissant. Un à terre, un en fuite. Patrick se tenait dans le poste de police, observant à travers un miroir sans teint les officiers qui interrogeaient Christine Tau le lendemain matin. Elle était assise bien droite, son visage était un masque de ressentiment. Elle s'emporte, c'est ridicule. Je ne sais rien des testaments créés ou des détournements de fonds. L'enquêteur fait glisser un dossier sur la table et la regarde. Alors peut-être pourriez-vous clarifier ces courriels que vous avez envoyés à monsieur Mccullough. Ou encore, ces mouvements bancaires. Christine commence à perdre son calme. Je cherche mon avocat. Patrick regarde Ted, qui se tient à côté de lui. Et maintenant ? Ted fait un sourire de prédateur. Nous passons maintenant à la jugulaire. J'ai demandé un divorce d'urgence et un gel des avoirs. Le docteur Godfrey est prêt à s'exprimer devant le conseil, il vous soutient pleinement. Et les preuves de Trevor sur les transgressions passées de Lorenzo sont épouvantables. Patrick acquiesça, le poids de ses épaules s'allégeant. Finissons. Les jours suivants passèrent en trombe.
Patrick montre les copies des documents financiers et du testament aux autorités. Alors que les preuves contre Christine et Lorenzo s'accumulaient d'heure en heure, Patrick vit la police commencer à monter son dossier. D'après les recherches de Trevor Joseph, les victimes de 3 États ont raconté des histoires similaires de séduction et de trahison. Devant le conseil d'administration de l'université, le Dr Godfrey s'exprime avec conviction. Elliot a été victime d'un complot sauvage, tout en étant innocent de tout écart de conduite. Cette université le soutient pleinement. Le poids des preuves fit s'effondrer les tentatives de riposte de Christine et Lorenzo. Au fur et à mesure que de nouvelles données faisaient surface, leurs avocats devenaient de plus en plus frénétiques. Le jour du procès arrive enfin. Alors qu'il s'apprête à se lever, Patrick fixe sa cravate. Ted lui presse doucement l'épaule. « Tu as tout ce qu'il faut, Patrick. Dis simplement la vérité. » Patrick acquiesça, puis se dirigea vers la barre des témoins. Il vit Christine et Lorenzo le fixer, pâle et abattu, pendant qu'il prêtait serment. Le procureur s'adressa à lui. « Docteur Elliot, veuillez expliquer à la cour comment vous avez découvert le faux testament. » Patrick inspire profondément et commence son récit. Il parle de la confrontation avec Christine, des menaces et des manipulations, et de la découverte du testament dans le garde-meuble de son père. Il a passé en revue les recherches, les preuves qu'ils avaient trouvées et le piège complexe qu'ils avaient créé pour Lorenzo. Patrick voyait les attitudes du jury passer du doute à l'indignation au fur et à mesure qu'il parlait. Les réactions calmes et mesurées de Patrick contredisent les tentatives de l'avocat de Christine de le dépeindre comme erratique. L'avocat de Christine ricane, « N'est-il pas vrai que vous avez été extrêmement stressé ces derniers temps? Que vous vous êtes comporté de manière sauvage ?» Patrick regarde fixement. La découverte de la trahison de ma femme et de son plan pour voler tout ce pourquoi j'ai travaillé a été la seule source de stress que j'ai connue. Mon comportement a été celui d'un homme cherchant la vérité et se protégeant des autres qui voudraient le détruire. L'avocat balbutie, incapable d'égaler le sang-froid de Patrick. Le dossier de l'accusation semblait insurmontable au fur et à mesure que le procès avançait. Courriels, documents bancaires, conversations enregistrées, les preuves s'accumulent et dressent un tableau accablant de l'opération de Christine et Lorenzo. Puis vint le moment qui allait décider de leur sort. En regardant le lettrage du mur, Lorenzo s'est retourné contre Christine. Il a crié en la montrant du doigt. C'est son idée. Elle est venue me voir en disant qu'elle voulait plus d'animation et plus d'argent, qu'elle s'ennuyait avec son mari terne. C'est elle qui a fait le testament. Le visage de Christine se tord de colère. Espèce de salaud. Tu mens. C'est toi qui as inventé tout ce stratagème et qui m'as séduite. Alors que Christine et Lorenzo s'accusent mutuellement, la salle d'audience devient folle. Le juge frappe plusieurs fois le marteau, rappelant à l'ordre. Les délibérations du jury ont été brèves. En fin de compte, le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime pour tous les chefs d'accusation. Lorsque le juge les a condamnés, sa voix était austère. Votre comportement, Christine Elliot et Lorenzo McCullough, révèle un manque de respect cynique pour la loi et la décence humaine fondamentale. Vous avez contrôlé les émotions à votre profit et vous vous êtes nourri de la confiance. Vous serez condamné à 15 ans de prison sans possibilité de libération anticipée. Patrick vit Christine et Lorenzo être emmenés menottés, leur visage masquant l'étonnement et la rage. Il a simplement ressenti un grand soulagement que ce soit enfin terminé, ni plaisir, ni délectation. Les journalistes ont demandé une remarque à l'extérieur du palais de justice. Ted et le docteur Godfrey encadrèrent Patrick, qui éleva la voix vers les micros. Aujourd'hui, justice a été rendue, déclare Patrick calmement. Pourtant, il ne s'agit pas de célébrer une victoire. C'est une tragédie, qui nous rappelle que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être et que la confiance peut être violée. Les autres devraient en tirer des leçons, afin que les gens ne soient pas toujours ce qu'ils semblent être. Soyez plus conscients, plus vigilants. Il s'est arrêté et a regardé les caméras en face. N'abandonnez pas, tous ceux qui ont été escroqués, trompés ou victimes. Soyez réticents. La vérité fera surface. Patrick se détourna des journalistes qui hurlaient des questions. Il vit sa sœur Charlotte qui se tenait au bord de la foule. Elle lui adresse un petit sourire fier. En descendant les marches du palais de justice, Patrick se sentait plus léger à chaque pas. Le chemin à parcourir serait difficile, réapprendre à faire confiance, reconstruire sa vie. Mais il en était sorti plus fort, plus intelligent et prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Patrick inspira profondément l'air frais de l'automne en descendant les marches. Pour la première fois depuis de nombreux mois, il avait de l'espoir. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux que Christine et Lorenzo avaient victimisés. Leur série de mensonges était terminée. Patrick regarda Ted et le docteur Godfrey. Merci. Ni l'un ni l'autre. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous.
Ted lui tapa sur l'épaule. C'est vous, Patrick, qui avez fait tout le travail. Nous avons simplement envoyé des renforts. Le docteur Godfrey acquiesce d'un signe de tête. Patrick, nous sommes heureux que l'université puisse compter sur vous. Demandez un peu de temps libre. Reposez-vous. Votre place vous attendra quand vous serez prêt. Patrick sourit, tout à fait naturellement cette fois. J'apprécie votre soutien, Saul. Mais je crois que j'ai surtout besoin de retourner au travail. De retrouver une vie normale. Le téléphone de Patrick vibre alors qu'il s'éloigne du palais de justice. Trevor avait envoyé un message. Un verre pour marquer les célébrations? Patrick rit et s'empresse de répondre par un sourire. Patrick rit et s'empresse de répondre en souriant, c'est parfait. On se voit dans 1 heure. Il rangea son téléphone et leva la tête vers le ciel. La ville rayonnait chaleureusement alors que le soleil émergeait des nuages. C'était comme un signe, une promesse de jours meilleurs. Patrick Elliott s'était battu contre des obstacles apparemment insurmontables, contre la trahison, et en était sorti vainqueur. Il avait repris sa vie en main, révélé la vérité et veillé à ce que justice soit faite. Patrick savait qu'il était prêt, mais le chemin à parcourir serait difficile. Il était sorti de cette crise plus fort, plus intelligent et plus résolu que jamais. Patrick se laissa aller à un petit sourire en se dirigeant vers sa voiture. Pour la première fois depuis des mois, il se réjouissait de l'avenir inconnu.